Bienvenue dans le débat consacré à la politique française 2 jours après le second tour des législatives. Les députés élus ou réélus du nouveau Front populaire, dont François Hollande, sont arrivés groupés à l'Assemblée nationale en début d'après-midi. C'est un peu l'image politique du jour. Les tractations continuent à gauche autour du choix d'un Premier ministre et d'une coalition. Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste, s'est dit prêt à assumer cette fonction. Du côté du camp présidentiel, les divisions apparaissent entre les partisans d'un accord avec la gauche ou ceux partisans d'un accord avec la droite. Hier, Emmanuel Macron a refusé la démission de Gabriel Attal, qui reste pour le moment à son poste. À l'Assemblée nationale, les 577 députés vont siéger à partir du 18 juillet pour la première session de la législature. Il y a 208 femmes seulement qui occupent ces postes. C'est un recul. Emmanuel Macron s'envole demain pour Washington pour le 75e anniversaire de l'OTAN. Alors comment une coalition peut-elle se mettre en place ? Quels sont les rapports de force ? Qui pour gouverner la France ? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bastien François, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, constitutionnaliste, professeur de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de La 6e République, pourquoi, comment, et c'est aux éditions Les Petits Matins. Bienvenue à vous. Michel Cotta est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et auteur du premier volume de vos souvenirs, Ma 5e, et ça c'est aux éditions Bouquin. Bienvenue Michel Cotta. Nous avons avec nous ce soir Christelle Craplet. Bonsoir, vous êtes directrice de BVA Opinion. Et on attend Jean Garrigue, l'historien, qui devrait arriver donc d'une minute à l'autre. Les députés élus ou réélus, je vous le disais, du NFP, le nouveau Front populaire, sont arrivés en force pour une photo commune d'ailleurs à l'Assemblée nationale. On va d'abord faire un point de cette journée en images avec Caroline Motte. 180 députés du nouveau Front populaire et parmi tous ces visages, peut-être celui de la ou du potentiel Premier ministre. Les insoumis prêchent pour leur paroisse. Alors, il y a une tradition républicaine dans notre pays qui fait que lorsque vous avez une coalition de mouvements et de partis, c'est généralement le plus gros groupe à l'Assemblée nationale qui propose aux partenaires un nom de Premier ministre. Mais les possibilités sont multiples. Trouver une incarnation à gauche, cela prend du temps, répond le socialiste Boris Vallaud. Elle viendra en temps et en heure. Il y a des pays qui ont plus et mieux que nous la culture de ce genre de situation et ils mettent parfois 6 mois à constituer un gouvernement. Accordez-nous que nous ne le fassions pas en 6 heures ou en 6 jours. Mais quid de Jean-Luc Mélenchon qui provoque un effet repoussoir ? L'intéressé tente d'apaiser. Moi, je fais partie de la solution, pas du problème. Depuis le début, je dis, ce n'est pas moi qui créerai un problème. Ce matin, dans cette banlieue parisienne qui a élu un député insoumis, certains ont un nom précis à proposer. Qui est-ce que vous aimeriez voir en Premier ministre dans l'idéal ? François Ruffin. Parce qu'il appelle à une cohérence des idées de gauche. Et pour moi, c'est ce qui est la chose la plus importante. La plupart plaident pour un profil consensuel. Moi, j'aime bien Faure. Et j'aime bien. Et toi aussi ? Ouais. Moi, je l'aime bien parce qu'il est tempéré. Soit Clémentine Autain, soit Marine Tondelier, une des deux, parce qu'elles sont vraiment très bien toutes les deux. Le nouveau Front populaire espère se mettre d'accord sur une personnalité d'ici la fin de la semaine. Et on va écouter tout de suite Olivier Faure, le secrétaire général du Parti socialiste, qui s'est dit prêt à assumer la fonction de Premier ministre. J'ai dit que dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui, celle de Premier secrétaire, tous mes prédécesseurs étaient toujours soumis à la fois à leurs devoirs et avec enthousiasme assumer la fonction primo-ministérielle. Et donc j'ai dit que j'y étais prêt. J'y suis prêt, mais je le suis dans le dialogue avec nos partenaires parce que je pense que personne ne peut s'imposer à personne et qu'il y a aujourd'hui nécessité de faire avancer d'un même pas l'ensemble du nouveau Front populaire. Michel Cotta, alors bon, ça c'est un petit peu, je dirais, le sonore du jour. Et puis l'image du jour, c'est celle de François Hollande, ainsi que ces députés du Parti socialiste qui ont fait cette photo ensemble à l'Assemblée nationale. C'était un moment important pour les socialistes. Qu'est-ce qui se joue là ? C'est le rapport de force au sein de la gauche ? Oui, c'est un moment important, à la fois parce qu'ils sont liés dans la coalition à NUPES ou le Nouveau Front populaire, parce qu'ils sont liés, et puis il y a d'autres élections qui viennent. Par conséquent, ils n'ont pas tellement envie de se délier. Et à la fois, ils savent que rien n'est possible si c'est un extrême ou le représentant d'un extrême de la France insoumise qui propose ses services. Donc ils sont à la fois contraints
et désireux de se dénouer d'un accord qui leur pèse de temps en temps, mais de temps en temps leur sert. Ils pourraient justement, comme vous dites, faire en sorte que le rapport de force soit plus en leur faveur et que, parce que Jean-Luc Mélenchon, ça reste une candidature possible. Ils peuvent essayer effectivement de faire adhérer de nouveaux inscrits ou même des divers gauches parmi les socialistes. Ça, c'est possible dans ce cas-là d'essayer de rattraper. Mais enfin, c'est un petit jeu qui ne correspond pas quand même à l'ampleur des problèmes qui se posent à nous, et notamment l'ampleur de comment on règle ça. Comment on règle ça? Ça passe par les tractations, Michel Cotta, non? Pour trouver une coalition. Jean Garrigue, merci d'être avec nous. Vous nous avez rejoint à l'instant, historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble. Pour rebondir sur ce que vient de dire Michel Cotta, bon, alors c'est peut-être pas exactement à la hauteur de la situation, mais ça passe par des tractations, tout ça. Il faut trouver une coalition. À gauche, ça explose ou au contraire, ils arrivent, bon an, mal an, à rester unis? Alors, d'une part, les tractations, ça ne doit pas être un gros mot. Je veux dire que c'est dans toutes les cultures politiques et dans toutes les démocraties parlementaires, les négociations, surtout quand il est question d'une coalition, éventuellement, pour exercer le pouvoir, c'est quelque chose qui est sain. Et ça fait partie de la vie parlementaire. Donc c'est quelque chose qui est important. Là, de fait, il serait assez logique qu'on appelle à Matignon un représentant de la force qui est arrivée en tête lors de cette compétition. Même si elle est loin de la majorité absolue. Même si elle est loin de la majorité absolue, et donc avec les difficultés qu'elle ne manquera pas de rencontrer. Mais disons que c'est assez cohérent. Et dans cette majorité du nouveau Front populaire, il est incontestable que, en termes de positionnement, le Parti socialiste est peut-être le plus à même de réunir et même d'étendre un tout petit peu cette majorité à ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche de la Macronie. On sait justement que des tractations sont déjà en cours pour se faire. Donc, a priori, la candidature de quelqu'un venant du Parti socialiste, et notamment d'Olivier Faure, qui est le premier secrétaire, qui a cette image peu charismatique, mais rassurante pour un certain nombre d'électeurs, tout ça me paraît finalement assez logique. Monsieur François, vous êtes d'accord? Ça vous paraît assez logique? Je suis d'accord. C'est-à-dire que dans un système comme le nôtre, le Premier ministre doit être issu, il y a deux conditions, d'un camp qui rassemble le maximum de députés, et d'un camp qui ne va pas se faire censurer dès la nomination du Premier ministre. C'est ça, un gouvernement donc minoritaire qui ne doit pas faire l'objet d'une motion de censure dès sa constitution. Et effectivement, sur le papier, le nouveau Front populaire, dans toutes ses composantes, et pour le moment en tout cas en tête en nombre de députés, et comme de l'autre côté ils sont divisés au centre droit et à droite entre faire une alliance à gauche et faire une alliance à droite, on peut imaginer qu'ils ne déposeront pas immédiatement une motion de censure. Donc, ça pourrait être le gouvernement le plus viable si, effectivement, la gauche réussit à s'entendre sur un Premier ministre qui fasse un minimum de consensus, ce qui écarte, je dirais presque par définition, M. Mélenchon. Christelle Carpellet, mais alors qu'en disent justement les électeurs de gauche? Parce que Jean-Luc Mélenchon compte au sein de la gauche. Et d'ailleurs, on a dit qu'il n'était pas exclu qu'il soit aussi Premier ministre, même si personne ne le nomme en tant que tel. Alors, il compte auprès des électeurs de gauche, mais il est quand même très clivant, y compris auprès des électeurs de gauche. Quand on fait des enquêtes, c'est la personnalité qui obtient le plus de jugements très négatifs auprès de l'ensemble des Français. C'est moins le cas quand vous regardez les sympathisants de gauche, mais quand même, chez les sympathisants socialistes, les sympathisants écologistes, c'est pas du tout une figure consensuelle. Même chez les LFI, il a un petit peu reculé, même si ça reste un référentiel très fort. Donc oui, c'est pas la figure de consensus à laquelle on peut imaginer, y compris dans son camp. Et Olivier Faure, si vous pensez? Michel Cotta, Olivier Faure. Non, moi, mais je pense aussi aux gens de droite qui ont voté pour la gauche. Parce qu'en fait, le problème, il est là. Si on était sûr que toute la gauche avait été élue de cette façon-là. Mais en fait, il y a quand même énormément de gens de droite qui ont voté pour. Comment on tient compte d'eux sans leur dire, alors, on vous a dit de voter LFI, on vous a bien eu. Moi, c'est à cette question que j'aimerais bien que les négociations répondent. Quelle réponse à cette question? Alors, moi, j'y ajouterais, après j'essaierai de répondre, mais j'y ajouterai une autre question qui concerne les électeurs du Rassemblement national. Car on a beaucoup dit que ces électeurs-là, aujourd'hui, se sentaient un petit peu dépossédés, volés par cette élection.
Je ne le pense pas, parce que le jeu de la démocratie, il est comme ça. On choisit les meilleurs et on a le droit de s'associer pour être candidat. Bon. Mais simplement, je pense que quel que soit le gouvernement et le Premier ministre qui sera issu, me semble-t-il, de ce nouveau front populaire. Vous pensez que c'est ce qu'il y a de plus probable tout de même? C'est ce qu'il y a de plus probable, mais il me semble qu'il faudra, et ça risque d'être aussi très compliqué, tenir compte du vote de ces électeurs du Rassemblement national. Sur un certain nombre de lois sociales, il peut y avoir une sorte de convergence. Le SMIC à 1 600 €, par exemple. Alors là, en revanche, les électeurs de droite mentionnés par Michel Cotta ne sont pas vraiment favorables à une augmentation du SMIC à 1 600 €. Premier problème. Et puis, il y a quand même aussi, il ne faut pas se le cacher, dans le vote des électeurs du Rassemblement national, des questionnements sur la sécurité, l'ordre, l'immigration. Et là, qu'est-ce que peut proposer pour rester dans sa cohérence un gouvernement de nouveau Front populaire sur ces questionnements? Ça pose un vrai dilemme. Et puis au sein de la gauche, vous avez aussi les exclus de la France insoumise, Autain, Ruffin, Simonet, qui ont écrit une lettre ouverte aujourd'hui aux écologistes. Ils voudraient en fait une sorte de recomposition du mouvement. On va écouter Alexis Corbière qui en fait partie. Je propose un grand groupe Nouveau Front populaire, afin que nous puissions discuter collectivement des décisions du Front populaire. Je propose que les décisions les plus pointues, parfois les plus difficiles, soient prises en assemblée générale de tous les députés du Nouveau Front populaire. Et pourquoi pas même la validation de celui ou celle qui aura l'honneur d'être notre Premier ministre. Peut-être pas pour être tous d'accord, mais au moins vérifier que majoritairement nous sommes d'accord. Bastien François, ça affaiblit Jean-Luc Mélenchon, ce qui se passe là? Oui, c'est-à-dire que dès lors est-ce qu'ils vont trouver... c'est une main tendue, mais est-ce qu'il va y avoir une réponse à cette main tendue du côté des écologistes, des communistes? Alors, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire un seul groupe. Peut y avoir, c'est l'objectif, là, quand même? Oui, mais il faut bien voir quelque chose, c'est que il va falloir construire tout au long de la législature des compromis. Et ces compromis, quand vous êtes plusieurs groupes, ça permet d'être en désaccord, mais éventuellement de construire quand même de la législation. Je prends un seul exemple, le nucléaire. Oui, alors, le nucléaire, non mais c'est un bon exemple. Il peut y avoir un accord avec la droite, avec une partie du Parti socialiste, avec les communistes, et puis les filles et les Verts seront en désaccord. Mais ça veut dire qu'éventuellement on pourrait faire passer une loi, parce que le but du jeu, c'est quand même à un moment donné qu'on gouverne et que ça avance. Bon. Et là-dessus, nous, on a vraiment du mal, nous, Français, parce qu'on n'est tellement pas habitués à la possibilité de faire des compromis que ça nous semble être des défaites ou des trahisons. Bon. Mais dans un régime parlementaire, si on veut que ça fonctionne de façon parlementaire, il faut faire des compromis. Mais vous avez l'impression que ce qui se passe là en ce moment, à gauche, à droite, ça va dans cette logique de compromis? Non, mais parce que là, on est trop rapide. Je pense qu'on est vraiment trop rapide. On veut un Premier ministre tout de suite, on met la pression sur la gauche pour donner un nom tout de suite. Il va falloir du temps, et notamment du temps pour définir un point qui a commencé à être abordé. Quel est le programme exact? Parce que ce n'est pas qu'une question d'homme, c'est un gouvernement pour faire quoi? Donc ça voudrait dire revenir peut-être sur le projet initial du nouveau Front populaire. En tout cas, un parti ne peut pas dire, un groupe ne peut pas dire, un camp ne peut pas dire, je vais appliquer que mon programme et l'intégralité de mon programme. Certains l'ont dit à gauche, 200 députés à l'Assemblée. Voilà. Christelle Craplet, est-ce que justement les Français souhaitent finalement des compromis, ce type de gouvernement un peu comme nos voisins allemands? Enfin, ça fait pas, quand vous faites des études d'opinion justement. Alors, on avait posé la question en 2022 quand il n'y avait pas la majorité absolue, et ils étaient plutôt une majorité à nous dire c'est bien en fait comme ça va revitaliser le Parlement et ça va forcer au compromis. Force est de constater que là, ils sont un peu moins enthousiastes, parce qu'on est en plein dans le chaos. Et on a reposé la même question avant les législatives, et c'était l'inverse. Ils nous disaient, oh là là, ça va être la paralysie. Je pense que peu importe pour les Français qui est compromis, pas compromis, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne et que ça réponde à leurs préoccupations. C'est leur attente principale. Jean Garrigue, oui. Je rappelle quand même que, historiquement, le compromis fait partie de notre culture politique. On l'a un peu oublié sous la Ve République, parce qu'on a été peu à peu emporté vers ce système majoritaire qui voulait que forcément il y ait une surmajorité qui impose ses volontés à l'opposition, qui impose son programme et qui avait très peu de négociations. Plus qu'on ne le dit, mais
moins que dans d'autres pays. Mais si vous prenez la Troisième République, ça a toujours été des gouvernements de coalition. Mais alors, est-ce que c'est le bon exemple, hein? C'est toujours en fait, la Cinquième République devait sortir de la Troisième. Si vous faites le bilan de la Troisième République, je pense que l'œuvre législative de la Troisième République est quand même importante. Et la quatrième, la France, on a tellement critiqué la quatrième. Exactement. Mais elle était très critiquée, la Quatrième République, Michel Cotta. La France qui était instabilité gouvernementale. Oui, tout à fait, on est d'accord. On ne veut pas refaire sûrement la Quatrième République. Mais il me semble qu'il y a deux préoccupations quand même. Bon, celle de refléter le plus possible l'opinion des gens. Ouais. Donc les gens, ils nous regardent. Les gens, ils regardent les hommes politiques. Et ils se disent, s'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord, alors à quoi ils servent? Il faut aussi craindre cette réaction-là. Et puis le deuxième point, qu'est-ce qu'on t'entête exactement, Mélenchon, lorsqu'il dit, ou des amis à lui, quand il dit la même chose, est-ce qu'il veut faire démissionner le président de la République? Parce qu'il y a peut-être aussi ça. On voit et de Wauquiez qui refuse tout, du clan Mélenchon, sûrement une volonté de bloquer la mécanique. Or, comme on ne peut pas dissoudre, comment est-ce qu'on peut faire exploser la mécanique avec la démission du président? Personne ne le dit comme ça, mais moi je me pose la question parce que je n'ai pas de doute sur la volonté de M. Mélenchon. Le camp présidentiel, en tout cas, se divise entre partisans d'un accord avec la gauche et les partisans d'un accord avec la droite. Réunion au QG aujourd'hui de Renaissance. On fait un point en image avec Astrid Mesmorian. Comment éviter un Premier ministre issu des rangs du nouveau Front populaire? C'est ce à quoi travaillent Emmanuel Macron et ses troupes affaiblies. Pour tenter de rester au centre du jeu, il y a un chemin, veut croire le président, menant à une coalition. Il n'est pas question de faire une coalition avec les extrêmes, mais après, bien sûr, la coalition... c'est obligatoire, avec tous les Républicains. Il n'y a que des majorités relatives et je pense que personne ne veut recommencer l'utilisation à répétition des 49.3. Il y a des gens de chez nous qui ont voté pour des gens de gauche qui ont voté pour chez nous. C'est aussi un signe que les gens sont prêts à travailler ensemble, donc il va falloir trouver des moyens. Les soutiens du chef de l'État regardent avec intérêt la soixantaine de députés de droite, de retour dans l'hémicycle, qui opposent pour l'instant une fin de non-recevoir. Coalition, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. La seule possibilité, c'est une cohabitation. Les Français l'ont voulu. Ils ont voulu une cohabitation dans sa version la plus plurielle qu'il soit. Mais on n'est pas là pour se vendre ou pour faire une coalition. On ne l'a pas fait avant les élections, on ne va pas le faire maintenant. La majorité sortante espère même rallier certains députés socialistes, dont certains ne ferment pas la porte. La coalition qui apparaîtrait comme une tambouille et une coalition des contraires, ça ne peut pas marcher. Par contre, partir de ces aspirations des Français et de voir si on est capable d'y apporter des réponses, écoutez, voilà, c'est l'innovation institutionnelle qu'on doit avoir. Écoutez les messages des électeurs dont beaucoup souhaitaient porter le RN au pouvoir et en même temps tenir compte de l'avance du nouveau Front populaire, un paysage politique brumeux et un bras de fer engagé entre une majorité qui ne veut rien lâcher et une gauche qui veut gouverner. Michel Cotta, un paysage politique brumeux, je trouve que la formule est assez bonne, mais on voit bien là que du côté de Renaissance... C'est parce que la poussière n'est pas encore retombée. Ouais. Alors il faut laisser la poussière le temps de retomber pour que ça soit un peu plus net. Parce que là, la stratégie coalition est différente. Donc on n'est plus dans le bloc de gauche, mais on serait une espèce de centre. Et encore, chez Renaissance, est-ce qu'on fait une coalition plutôt à droite ou est-ce qu'on fait une coalition plutôt à gauche? Ils ne sont pas d'accord. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, il faudrait peut-être pas partir par ce point-là, mais par les 5 objectifs qu'on se fixe. On fixe 5 objectifs et puis après, on voit qui s'y rallie et qui s'y rallie pas. Parce que moi, j'étais surprise, c'est vrai que dimanche soir, d'un seul coup, le programme de la NUPES ne parlait pas du tout de sécurité, ne parlait pas du tout d'immigration. Personne n'en a parlé. Enfin, on sait bien quand même que c'est ces deux éléments-là qui ont amené les gens à voter Front National et pas leur conviction dans la grâce de Marine Le Pen. Donc il faut quand même, peut-être qu'on peut prendre des choses par les objectifs plutôt que de les prendre par les hommes et les femmes. Jean Garrigue, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas alors par les objectifs? On n'a pas l'impression... Enfin, bon, il y a des discussions, hein, mais... Parce que... D'une part, parce que ça ne fait pas partie de la culture de la Ve République, ça c'est donc on y revient. Mais aussi parce que vous le voyez bien, l'obsession reste celle de l'élection présidentielle, qui, à mon avis, pervertit précisément l'usage qui serait, je dirais, originel d'un régime parlementaire qui est le nôtre. Parlementaire
et non pas présidentielle. Et donc, il y a cette obsession présidentielle qui explique pourquoi un Laurent Wauquiez, par exemple, est rétif à toute cohabitation, à toute collaboration, j'allais dire, mais au sens noble du terme, qui explique aussi peut-être aussi pourquoi Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, joue la carte plutôt du chaos, parce qu'il y a toujours en filigrane cette idée de l'élection présidentielle. Or, la situation actuelle, et d'ailleurs qui a commencé en 2022, elle oblige à de nouvelles pratiques politiques. Elle oblige à revenir, je le répète, à une conception d'un véritable régime parlementaire où on essaie de négocier. Alors, comme le dit Michel, effectivement, la négociation, elle doit se faire sur des points précis ou sur des grandes idées qui vont pouvoir faire coaguler des sensibilités différentes. Il y a aujourd'hui... Alors, ça sera quelle séquence? Parce que là, on n'est pas du tout dans cette séquence. Michel, il faut attendre un peu aussi que la poussière retombe, parce qu'il y a des recompositions qui sont en cours. L'espace central, c'est un espace qui est en recomposition, forcément, puisque Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'a plus la main. Emmanuel Macron est en instance... Dans 3 ans, je souhaite pour lui de partir, peut-être plus tôt, mais je pense qu'il restera peut-être 3 ans. Donc ça veut dire que cet espace se recompose. On parle de Sacha Houlié qui voudrait créer un parti à gauche de cet ensemble. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a quand même des choses à négocier. Et en même temps, Benjamin Haddad qui dit, lui, qu'il veut travailler avec LR, donc ils sont quand même pas d'accord. C'est là où je vous dis qu'il faut attendre cette recomposition. Ouais, je suis pas On sûr. est en pleine recomposition, vous êtes d'accord avec Jean Garrigue? Pas tout à fait, c'est-à-dire que je pense qu'elle va venir, cette recomposition, mais il faudra un gouvernement quand même avant, parce qu'elle ne va pas se faire d'ici la fin de l'été. On est d'accord. Je pense qu'on va avoir, non pas une grande coalition, on va avoir un gouvernement minoritaire qui obtiendra quand même que ces oppositions ne déposent pas de motion de censure pour pouvoir quand même gouverner, et ce gouvernement gouvernera sur des points précis avec un calendrier où ils auront mis... ce gouvernement aura mis de l'eau dans son vin sur son programme. Et il n'y a pas d'autre solution en réalité. Donc, mais on peut trouver, moi je suis certain... Mais il ira d'où à où alors ce gouvernement? Non, mais en réalité, ce gouvernement minoritaire, ça sera soit le bloc de gauche tel qu'il existe, soit le bloc de centre et de droite tel qu'il existe. Donc vous voyez plutôt les macronistes avec... LR, enfin, en tout cas, plutôt à droite. Franchement, je vois pas. La gauche n'a absolument aucun intérêt à se désunir. Là, actuellement, ils sont le premier camp. Bon, et ils sont, pour des raisons qu'on a dit tout à l'heure, dans la situation de pouvoir avoir un Premier ministre. S'ils arrivent à se mettre d'accord sur un Premier ministre qui fasse au moins consensus au sein de la gauche, et s'ils arrivent intelligemment, alors là, évidemment, on fait un pari sur l'intelligence, à proposer... L'intelligence collective. Oui, à l'intelligence collective, mais oui, c'est la meilleure. À extraire de leur programme des choses qui sont acceptables par les autres. Et s'ils sont aussi, alors ça fait beaucoup de conditions, capables d'aller prendre chez les autres des éléments, on parlait notamment des questions de sécurité ou des choses comme ça, où ils pourraient donner une réponse à l'électorat dans son ensemble, de droite, là, on a une chance que ça puisse marcher. Et ça doit se passer avant le 18 juillet? Non, parce que le 18 juillet, c'est le jour, c'est la première législature de l'Assemblée. Il y a une échéance qui est tout à fait intéressante. Oui. C'est l'élection du président de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que moi, je voudrais bien savoir comment ça se passe. Et ce sera quand même... Il y a le Braun-Pivet et candidat. Non, mais ça sera quand même évocateur de la suite. Tout à fait. Donc, c'est le premier élément à partir duquel, je crois, on pourra parler avec... Mais là, ce sera l'indicateur des frontières, justement. Puisque mais on sera dans une querelle d'hommes et de la majorité qui va se dégager. La majorité relative, il ne faut pas oublier. Relative, hein, mais de cette majorité relative, on pourra justement extraire éventuellement ce qui sera la base de ce futur gouvernement. Et ce qui peut être la recomposition des républicains et des macronistes contre la gauche. Oui, mais là, ça va se résumer aussi sur le vote, la désignation d'une femme ou d'un homme. Donc, ça va être incarné. Oui, justement, c'est ça qui va être intéressant. Ce sera un indicateur. C'est ça qui sera complexe aussi, Christelle Craplet. Oui, mais ce qui est complexe pour la gauche, c'est qu'effectivement, ils arrivent en tête, ils ont été élus quand même sur une étiquette. Je les vois mal aussi totalement se désunir. Il y a une volonté en plus d'union quand on interroge les sympathisants de gauche. En revanche, effectivement, quand même, ils ne sont pas d'accord sur tout, loin s'en faut, y compris chez les électeurs. Et il y a des divergences de fond. Donc, au-delà de la personne, c'est vrai que c'est pas si simple de se mettre d'accord sur quelques objectifs qui fassent consensus.
plus parce que même les réponses à apporter aux problématiques, même le pouvoir d'achat, ils n'ont pas tous exactement la même réponse. Et alors, je ne parle même pas de la sécurité de l'immigration qui ne fait pas partie de leur programme parce que précisément, ils n'ont probablement pas les mêmes réponses à apporter et encore moins celles que souhaitent les électeurs d'en face. Donc, c'est compliqué. Quand on dit les électeurs LFI, moi, d'accord, mais enfin, il y a des gens de droite parmi eux. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, parmi les électeurs de LFI, oui, qui ont voté au second tour. Bien sûr. C'est vrai aussi. Ça, c'était la question des désistements. Il y en a eu à peu près 200. Oui, l'inverse, c'est vrai, puisque ça a sauvé. On est d'accord, ça a sauvé des sièges macronistes. Ça a sauvé surtout le parti macroniste. Il y a plus d'électeurs de gauche qui ont voté pour un candidat Ensemble ou LR que l'inverse. Même si les électeurs Ensemble l'ont un peu fait, c'était un peu moins le cas. Mais ça, on est d'accord sur l'idée que le barycentre d'une coalition de gouvernement aujourd'hui devrait être prise dans le nouveau Front National, le nouveau Front Populaire. On est loin du Front. Mais à partir de là, franchement, il y a la question des frontières. Je veux dire, et la question des frontières, à mon sens, elle va du côté d'ensemble. On ne peut pas le négliger et voir si, je le répète, moi, j'ai l'impression que cette coalition ensemble, elle est en train d'éclater. Elle était et à droite et à gauche, cette coalition. Donc cette coalition, elle peut dégager quelque chose à gauche. En éclatant en deux. Mais c'est vrai aussi que c'est difficile de concilier cette gauche macroniste avec la France insoumise. Et donc ça repose le problème des frontières. C'est un choix qui sera fait, forcément qui sera fait, mais qui de facto va fragiliser la coalition qui gouvernera. Parce que soit on choisit de couper avec l'extrême LFI, pas tous, mais on va dire le mélenchonisme, soit on choisit de se couper justement de ces macronistes qui sans doute ne veulent pas coopérer avec le LFI. Et au milieu, il y a les socialistes, effectivement, ce qui laisserait penser qu'effectivement un socialiste un peu rose serait tout à fait bien placé pour être Premier ministre. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais enfin... Donc vous dites bien, c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc, parce qu'en fait, il y a cette problématique de se rapprocher des macronistes de gauche, mais dans ce cas-là, ça veut dire que le nouveau Front Populaire éclate aussi. Oui. Ça dépend, encore une fois, sur quel point... Ça dépend du programme. Par exemple, je pense qu'il y a quand même toute une série de questions sur lesquelles peut y avoir des accords. Par exemple, il y a quand même quelque chose de central dans ce qui s'est dit. Non, mais dans la campagne électorale, c'est le problème du pouvoir d'achat. Je pense que tout le monde est convaincu. Alors après, il y a des solutions différentes. Sur la question, mais pas sur sur les mesures, non. Mais bien sûr, mais il y a aussi des accords, je suis certain, sur la question de la fiscalité. On a vu dans la législature précédente qu'il y avait beaucoup de macronistes, y compris des gens de LR, qui disaient c'est vrai qu'il y a quand même un problème sur les plus hauts revenus, etc. Donc on pourrait aussi avoir des mesures, pas que symboliques d'ailleurs, là on est sur une politique qui dit on n'augmente jamais les impôts. Et on sait très bien qu'on ne va pas s'en sortir en n'augmentant jamais les impôts. Donc on pourrait se dire, il pourrait y avoir un accord sur quel type d'impôt on augmente. Oui, mais théoriquement, tout se paraît effectivement assez évident. Moi j'irais même plus loin. Quand on rentre dans les détails et qu'on voit les tractations actuelles... Jean Garrigue. Une des principales pommes de discorde, c'est la loi sur les retraites. Bon. Est-ce qu'il serait impensable d'essayer de renégocier, de réfléchir à nouveau collectivement, je parle là de la gauche et de la gauche macroniste, sur un nouveau projet de loi sur les retraites qui réfléchirait à partir, par exemple, du modèle par points, ce que Laurent Berger, par exemple, à l'époque soutenait. Là, vous vous replongez en fait dans le bourbier des retraites. Ça n'est pas quelque chose de complètement absurde dans l'esprit de la gauche macroniste, une réflexion de ce type, parce qu'ils n'étaient pas tous convaincus, surtout par la manière dont on a imposé cette loi sur les retraites, et ça rejoindrait effectivement l'idée du nouveau Front Populaire qui veut supprimer, qui veut abroger cette loi. On parle d'abrogation. C'est difficile d'ailleurs. Le président non plus n'était pas d'accord sur ce... avec lui-même. Parce qu'il a commencé par une première discussion sur le permis à points, pour après laisser tomber le permis à points. On n'a entre nous jamais compris pourquoi. Toute la séquence était quand même heurtée et compliquée. Mais ça veut dire que moi, j'attire votre attention quand même sur la sécurité. Je suis persuadé qu'il y a une demande de sécurité, pouvoir d'achat, sécurité. Je suis sûr qu'il y a une demande des deux. Donc, c'est pas absolument être malséant que de dire, à un moment donné, il faut voir comment...
on peut apaiser un tout petit peu une partie des gens du Front National qui ne sont pas des extrémistes. On peut les apaiser sans être sécuritaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une politique. Oui, non, mais ça, c'est on peut important. être intelligent aussi, c'est pas interdit. Mais justement, c'est là qu'il va tout ça, vous parlez en fait des points dont vous parliez, c'est-à-dire des points de fond. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression pour l'instant qu'on en soit là. Mais non, parce que je pense qu'il faut... On part de tellement loin. Écoutez, on vient de vivre une campagne électorale, 2 campagnes électorales, qui ont été extrêmement violentes. Quand même extrêmement violentes. Le président de la République a expliqué qu'il y avait 2 camps qui présentaient un risque de guerre civile. Donc vous voudriez que là, demain, dans un coup de baguette, au lendemain du second tour, tout le monde soit cool et discute d'un compromis. Non, il faut digérer tout ça. Il faut qu'on prenne la mesure des enjeux, des équilibres, et on peut espérer alors peut-être arriver à quelque chose. Et en attendant, donc Gabriel Attal reste Premier ministre avec l'actuel gouvernement, Christelle Caplet, pour les fameuses affaires courantes, les JO par exemple, la sécurité des JO, enfin, c'est quand même le prochain dossier important. Ça, c'est possible. Bah oui, c'est possible, constitutionnellement c'est possible. Et puis effectivement, le temps va finir par se rétrécir. Cette échéance des JO va arriver. Il y a une partie aussi des Français qui vont partir en vacances. Après, cette latitude que j'entends, le besoin bien sûr de prendre son temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude chez les Français. C'est le premier sentiment qui dominait quand on les interrogeait sur la séquence. Et là, on peut s'interroger s'il n'y a pas une forme de scepticisme et d'inquiétude qui persiste. Et plus on attend, plus on nourrit quand même cette angoisse. Le mois d'août, ça va, autant dire le mois d'août, ça va, mais après... début septembre, là, il faut quand même trouver quelque chose. Bon, cela dit, donc, pour vous, début septembre, il faut que ça soit réglé quand même. Il faut avoir un nouveau gouvernement. Les Belges sont restés sans gouvernement. Oui, d'ailleurs, ça n'a pas mal marché. Ça n'a pas si mal marché. Combien de temps, les Belges? 573 jours, je crois. Plusieurs mois. L'Allemagne a mis du temps aussi pour la dernière coalition. Le cœur de l'échéance, c'est le budget. Parce que c'est là que... septembre, alors. Absolument. Donc c'est septembre que ça commence à être discuté. Ça arrive en octobre au Parlement. Donc voilà, à mon avis, on peut se dire c'est à peu près ça le calendrier. Michel Cotta, sur la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, vous qui connaissez si bien cette 5e République, il a dîné avec les ténors de LR hier soir. Manifestement, on a entendu Bruno Retailleau qui lui parle du doux rêve de la coalition, donc il ne parvient pas à les convaincre, si. Non, pour différentes raisons. On a vu les uns parce qu'ils visent la présidentielle dans 3 ou moins, dans 3 ans ou moins. Hein, c'est donc le cas de les Laurent Wauquiez, ceux-là. Wauquiez, sûrement. Oui. Ou parce que une partie était quand même très tentée par la droite, y compris ceux qui sont restés LR. Donc par l'extrême droite, vous voulez dire? L'extrême droite, oui. Tenté par l'extrême droite. Oui, c'est ça, par Ciotti. Hein. Enfin, heureusement, certains d'entre eux sont restés. Enfin, on savait très bien qu'il y a eu beaucoup d'hésitations sur beaucoup de rangs. Alors, cette raison, la raison présidentielle est capitale dans tout ça, parce que sinon, il n'y aurait pas de problème si on n'avait pas si personne n'avait d'arrière-pensée présidentielle. Après tout, entre François Hollande et le président actuel, on sait qu'ils ne s'aiment pas et on comprend pourquoi, mais il n'y a quand même pas tellement de différence. Hein. Donc ça devrait être possible, mais ça peut ne pas l'être. Et pourquoi, alors justement, Jean Garrigue, pourquoi est-ce qu'il essaye de se rapprocher de LR, Emmanuel Macron? Parce qu'il n'a pas renoncé au projet de rester au centre précisément de cette galaxie qui pourrait gouverner et de manière géométrique. À droite de la gauche. À droite de la gauche et à gauche de la droite. Donc ça reste dans l'idée, pour son positionnement à lui, ce serait préférable que d'être en situation de confrontation avec un gouvernement de Front Populaire. Et encore, ce n'est même pas évident, parce que moi je pense que profondément que par rapport à ce qui va être maintenant son objectif, c'est-à-dire au fond de sculpter la statue de sa postérité, l'idée de se replier sur ce qui devrait être la fonction essentielle du président de la République, d'être le garant de l'unité de la nation et des institutions, et cette idée de ce qu'on appelle le domaine réservé, aller vers ce positionnement-là d'un président de la République, aujourd'hui, lui permettrait justement de se mettre un peu au-dessus de la mêlée, et puis éventuellement de se comporter comme une sorte de gardien des institutions, de la Constitution, de veiller
aux outrances, aux exagérations potentielles, aux erreurs qui seraient commises par un gouvernement de Front populaire. Donc c'est une situation qui, pour lui, à mon sens, serait pas forcément la plus mauvaise. Oui, mais à mon avis, moi, c'est trop tard. Il n'est pas ressenti comme ça par les Français. Ah non, il est ressenti comme le contraire. C'est bien ça qui a posé des problèmes, d'ailleurs. Donc maintenant, se mettre en réserve, se dire je suis l'arbitre et je suis pour l'unité de la nation, oui, c'est ce qu'a dit François Mitterrand, effectivement, pour la première cohabitation. Enfin, ce serait très difficile, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait très difficile. Que François Mitterrand ne l'a pas vraiment choisi, Chirac. Il a été choisi et il l'a nommé. Il a choisi Chirac parce que c'était le représentant du groupe le plus important. Voilà, parce que c'était le représentant du groupe le plus important. Oui, mais il avait la majorité. Il avait la majorité absolue, ce qui n'était pas le cas. Il avait encore le droit de dissolution et il pouvait se représenter. Voilà. Et il ne sortait pas d'une défaite qui portait sur sa propre décision. Voilà. C'était une élection législative qui arrivait à son terme normal. Donc là, ça fait beaucoup. Et donc, non, je pense que c'est quand même le président de la Ve République le plus affaibli de l'histoire. Ah ben oui. Ça, sans aucun conteste. Donc ça va être très difficile pour lui d'être sur son Aventin élyséen à faire l'arbitre. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il sorte du jeu politique proprement dit, qu'il ne soit plus, il ne peut plus être un chef de majorité. Il a fait exploser sa majorité. Mais est-ce qu'on peut se changer ? C'est une vraie question. L'hubris présidentiel. Il ne sera jamais Mitterrand, c'est ce que vous voulez dire, Michel Cotta. Est-ce qu'on peut se changer malgré tout nous-mêmes? Est-ce qu'on peut se changer? Christelle Craplet. Oui, mais c'est vrai qu'il pourrait atteindre cette posture. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il est perçu effectivement comme à l'initiative de cette dissolution et surtout, la partie de l'électorat qu'il a le plus heurté, c'est son propre socle électoral. Parce qu'en fait, il était rejeté déjà très massivement par la gauche et l'extrême droite, mais il maintenait un socle électoral. Et c'est précisément ces gens-là qu'il a inquiété, qu'il n'a pas compris et qui du coup s'éloignent et reviennent chacun vers son camp de l'origine. Mais je suis d'accord, peut-être dans quelques mois, quelques années... Je ne pense pas qu'aujourd'hui Emmanuel Macron incarne justement ce père de la nation, ce rassembleur qui rêvait d'être à la De Gaulle. Pas du tout. Au contraire, il est perçu comme celui qui a jeté un peu le chaos dans notre vie politique. Mais en revanche, je pense que son intérêt politique aujourd'hui, c'est de s'écarter. Et de toute façon, c'est le jeu naturel. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre un peu de distance et surtout d'admettre que ceux qui ont gagné les élections doivent exercer le pouvoir. Voilà, les Français ne comprendraient pas qu'il agisse autrement. Emmanuel Macron qui s'envole donc demain pour Washington pour les 75 ans de l'OTAN. Michel Cotta, c'est inconfortable pour lui ou au contraire ça va lui permettre de prendre un peu de champ? Je crois que ça aurait été très inconfortable si le Rassemblement national avait gagné. Là, pour le coup, on était quand même... on dirait qu'il y a d'autres pays dans lesquels l'extrême droite... d'autres pays en Europe dans lesquels l'extrême droite est au pouvoir. Mais là, ça aurait été quand même... vous voyez l'image d'une cohabitation où ils arrivent... Bardella et lui, la main dans la main, c'est très, très difficile. Bon. Alors là, je crois qu'il a évité le pire, c'est sûr. Voyez dans quoi on doit lui dire mon pauvre, qu'est-ce que vous faites? On ne doit pas sentir qu'il est le roi de l'Europe parce qu'il est le roi de France. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Oui, Bastien François. Non, je pense qu'effectivement, une cohabitation, c'est jamais facile pour un président, c'est sûr. Mais une cohabitation avec le RN en matière de politique étrangère et en matière de politique européenne, alors là, c'est très difficile. C'est-à-dire aller à une réunion de l'OTAN avec un Premier ministre qui défend Poutine, enfin... là, ils sont arrivés à aller vite. Non, mais disons que ça aurait fait, je sais pas, mauvais genre, on va dire. Christelle Craplet, est-ce que finalement le RN va devenir peut-être la seule force d'opposition? Le Rassemblement national. Ils vont rester dans ce rôle-là, qui est le rôle où ils ont effectivement été le réceptacle d'un certain nombre de frustrations, de problèmes ressentis par les Français, le sentiment que personne n'apportait de solution. Et là, en restant dans l'opposition, ils vont pouvoir continuer à nourrir ce sentiment-là. Mais c'est un peu problématique du coup, parce qu'il n'y a pas de solution apportée. Ça reste de l'opposition. Et ça veut dire que 2027 moi, je pense qu'ils ne resteront pas la seule force d'opposition. Parce que les Républicains ont décidé de jouer leur partition. Et précisément, le fait d'avoir le nouveau Front populaire au pouvoir, comment dirais-je,
consolident leur statut d'opposant. Ça va leur permettre justement de taper. Ils l'ont déjà fait, ils ont beaucoup tapé sur la Macronie, mais ils ont quand même bien joué ce rôle. Alors c'est un petit groupe, mais qui peut s'appuyer aussi sur une majorité au Sénat. Et c'est un petit groupe qui va changer de nom, de nature, etc., mais qui va rester... En tout cas, c'est le pari de Laurent Wauquiez. Enfin, j'imagine que le pari de Laurent Wauquiez, c'est de se dire, on va disputer au Rassemblement national ce statut d'opposant numéro 1 au nouveau Front populaire. Peut-être pour le mieux, Bastien François, ou pas? Parce qu'une seule force d'opposition... Oui. Non, mais le RN, pour en revenir, il y a une incertitude, ça va être sa stratégie d'opposant. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient des opposants qui ont joué la respectabilité. Bon. Et s'ils ont été battus, pour partie, c'est qu'on s'est rendu compte que leur candidat était assez peu respectable. Donc, ils vont peut-être continuer dans cette stratégie où ils vont rester opposants, clairement, évidemment, hein, mais sans non plus faire des coups de force, etc. Bon. Et en choisissant des mieux leurs candidats la prochaine fois, voilà. Parce qu'ils auront le temps. Voilà. Donc là, il y a une incertitude. Est-ce qu'ils vont jouer la carte de ce que faisait LFI dans dans la législature précédente? En même temps, ils rentrent dans le mouvement de Viktor Orban depuis dimanche. Et là, il y a quand même, en rentrant dans ce mouvement européen de Viktor Orban, on affiche plutôt quelque chose d'un peu confrontationnel. On affiche quelque chose, mais que les Français ne comprennent pas bien. Oui. Les Français, ils vont voir des députés RN et ils vont les voir s'exprimer bien, ne pas être dans un jeu d'invectives, etc. Et je pense que c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt la stratégie qu'ils vont adopter. C'est un tel choc quand même pour eux. Pour Marine Le Pen, en tout cas, pas pour Jordan Bardella, qui a le temps, hein, qui s'est pas mal sorti, y compris d'ailleurs dans sa prestation finale, où il a dit qu'elle avait perdu. Bon. Mais pour Marine Le Pen, il faut imaginer le choc que ça représente. Ça fait 1 an qu'on dit qu'elle va gagner, 1 an qu'on pense que le mouvement national est vraiment... Et là, du coup, elle se dit, est-ce que j'ai encore, moi, les 3 ans? Ça fait beaucoup, ça fait longtemps qu'elle est en piste. Alors, moi, je crois que le choc pour ces gens-là doit être quand même énorme. Oui. Mais à l'inverse, en devenant le principal opposant, c'est peut-être la route vers l'Élysée. Le statut d'opposant est effectivement, comme le dit Bastien, peut-être dans la continuité d'une opposition apaisée, de dédiabolisation, d'installation dans le paysage politique. Oui. Ça peut être aussi un atout, parce que... La dédiabolisation n'a pas marché cette fois-ci. Oui, mais justement, le fait d'avoir... d'avoir un... Merci Jean Garrigue, merci beaucoup Michel Cotta. Bastien François, votre livre, Le régime politique de la Ve République, ça c'est un autre livre que je cite. Et Christelle Craplet, merci beaucoup à vous également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Je vous dis à demain.